Bonjour à tous et merci de participer à cette présentation. Donc, je vois qu'il y a pas mal de monde, donc ça me fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter effectivement deux choses. D'une part, essayer de démystifier un certain nombre d'acronymes et de voir en quoi ça correspond aux besoins des entreprises et aux challenges actuels. Et puis également voir un petit peu les nouvelles approches en matière de cybersécurité qui permettent de pallier à certains soucis qu'on rencontre actuellement, qui sont essentiellement liés à un manque de ressources, ou en tout cas une difficulté à acquérir les ressources, et de voir un petit peu comment on peut adresser ces points en ayant une approche différente, sinon disruptive. Alors, la dernière période a été assez prolifique en acronymes de tout genre autour de la cybersécurité. Le Gartner n'y est pas pour rien, hein. Très régulièrement, il sort de nouveaux termes, de nouveaux acronymes et explique que effectivement l'avenir est là. On se rend compte quand même que dans certains cas, ils n'ont pas entièrement raison, ou en tout cas, la réalité évolue différemment de ce qu'ils avaient prévu, et on pourra revenir sur ce point-là au cours de l'exposé. Donc, effectivement, juste deux mots sur moi. Moi, je suis Christophe Auberger, je suis actuellement chez Fortinet depuis un certain temps, et je suis en charge notamment de tout ce qui est évangélisation cybersécurité, de présenter un peu le positionnement, et également d'animer les groupes d'utilisateurs et les différents groupes qui travaillent dans la cybersécurité en France. Voilà. Alors, quelques mots sur Fortinet. En fait, quelle est la mission de Fortinet, hein? Nous sommes un acteur de la cybersécurité depuis 22 ans maintenant. Si on essayait de définir la mission de Fortinet, on pourrait dire que c'est effectivement d'apporter de la confiance au monde numérique, de faire en sorte qu'effectivement on puisse utiliser le numérique en toute confiance. Et c'est à travers ça, au-delà de ça, c'est effectivement de sécuriser les personnes, les équipements et les données étant peut-être le point d'orgue, hein. Aujourd'hui, c'est effectivement ce qui a de la valeur dans les entreprises, et c'est ce qui est souvent toujours convoité par les cyberattaquants de tous bords, qu'ils soient indépendants et fassent partie de groupes criminels, ou soit sponsorisés ou dépendent d'États. Alors, effectivement, ce monde-là, hein, ces missions, principalement, elles vont s'architecturer autour de 5 axes, hein. Deux qui sont très interdépendants, hein. On parle beaucoup de transformation numérique, même si en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la transformation numérique, ça ne consiste pas uniquement à faire de manière automatique ce qu'on faisait avant à la main. Même si souvent, quand ça dysfonctionne, on revient au papier-crayon. C'est une autre façon de faire du business. C'est effectivement améliorer le time to market, proposer du nouveau service, être plus près des clients. Donc c'est effectivement quelque chose qui a un vrai intérêt pour les entreprises, et effectivement les entreprises y vont. Alors, on a beaucoup dit que la pandémie, la crise sanitaire avait accéléré cette transformation numérique. Probablement sur certains aspects, mais de toute façon, les choses étaient très engagées déjà bien avant. Ça l'a accéléré essentiellement sur les aspects effectivement liés au télétravail, hein, et pour cause, hein. On a tous été mis, nous avons tous été mis au télétravail forcé pendant un certain temps. Et donc effectivement, il a bien fallu que les entreprises trouvent des solutions. Et effectivement, il y a eu on va dire une mise à l'échelle du télétravail très, très importante, même si globalement, dans la plupart des entreprises, c'était déjà des choses qui existaient. Maintenant, on ne gère pas forcément de la même manière 5% de collaborateurs en télétravail et 100%, pas tout à fait la même chose. Cette transformation numérique, elle est très souvent liée à l'adoption du cloud. Alors, c'est un peu l'œuf et la poule, hein, mais effectivement, l'adoption du cloud, la migration dans le cloud, c'est une des composantes de cette transformation numérique. Et puis, alors il y a les deux pendants, je dirais, d'un aspect fort, hein. D'un côté, effectivement, des attaques qui sont de plus en plus ciblées, en tout cas de plus en plus efficaces, de plus en plus sophistiquées. Ça, c'est lié au fait que le monde de cybercriminels se professionnalise, se structure. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences en informatique. Il n'est pas nécessaire d'être un gourou et de causer assembleur dans le texte pour mener une attaque. Il suffit juste d'avoir un peu de moyens et d'acheter ou de louer une plateforme ou de louer des ressources pour la mener. Ce qui fait que en fait, ces plateformes sont en général créées et maintenues par des spécialistes, et que le niveau moyen des attaques, la sophistication moyenne augmente. Et en fait, ça se traduit par quoi? Par un nombre d'attaques qui aboutissent plus important. Même ce qu'on appelle les attaques opportunistes sont aujourd'hui relativement sophistiquées, mettent en œuvre des mécanismes complexes, et sont effectivement plus à même d'aboutir.
De l'autre côté, effectivement, face à cette menace omniprésente, on a d'un côté la transformation numérique qui augmente la surface d'attaque des entreprises, et de l'autre côté des cyberattaquants qui sont mieux armés. Effectivement, le législateur a voulu mettre en place un certain nombre de procédés pour pousser les entreprises et les organisations à se prémunir de ces risques-là. Et donc, il y a effectivement un aspect conformité qui est de plus en plus important, qu'on parle NIS, NIS V2, qu'on parle LPM pour les gens qui sont concernés, qu'on parle RGPD, tous ces normes. Après, ça c'est pour le générique, et puis après dans chaque secteur, on va avoir des choses un peu particulières. Le PCI DSS pour tout ce qui est paiement, tout ce qui est monétique, il peut y avoir des choses particulières dans le monde de la santé, etc. Donc effectivement, une pression de la régulation qui est importante. Et puis dernier point, et puis pas un des moindres, je pense que vous l'avez constaté, il y a un déficit de compétences dans le domaine cyber. On manque de profils, on manque cruellement de profils, et du coup, il va falloir préserver ces ressources parce qu'on va avoir des difficultés à en avoir d'autres, on va avoir des difficultés à les conserver, et donc c'est un peu dommage que ces gens-là fassent des tâches sans valeur ajoutée ou dévalorisantes, et donc il va falloir préserver ces ressources, qui est un des moyens peut-être le plus simple justement de pallier à ce déficit de compétences. Alors l'innovation numérique, cette transformation numérique, elle touche tous les secteurs, sans exception, toutes les entreprises, avec effectivement un certain nombre de points importants, comme la mobilité. Je parlais tout à l'heure de la crise sanitaire, effectivement, on a bien vu que c'était un point important, et que très probablement, ça va être appelé à rester durablement dans les habitudes. Alors, effectivement, plus à 100%, comme c'était le cas pendant les temps forts, on va dire, des confinements, mais en tout cas, oui, effectivement, une composante de télétravail et de mobilité qui va rester. Les objets connectés, on assiste à une explosion de ces objets connectés dans le monde de l'entreprise. Alors aujourd'hui, beaucoup dans l'industrie, avec plein d'utilisations sur les chaînes de production, les jumeaux numériques, la maintenance prédictive, etc. Mais on retrouve également ça dans le monde de la santé, avec plein d'équipements interconnectés, pas toujours connus ou reconnus par les services internes, et puis c'est en train de se développer un peu partout, avec une utilisation massive de ces objets connectés, alors qui ont un intérêt, effectivement, sinon on ne les utiliserait pas dans l'industrie, mais qui vont augmenter la surface d'attaque de manière très importante. D'autant que pour la plupart, le security by design, c'est pas toujours ce qui prévaut à leur conception. Donc ce sont des objets qui sont assez vulnérables et qui sont en très grand nombre. Donc effectivement, le facteur de masse fait que même s'il y en a peu de vulnérables, le simple effet multiplicateur va induire des risques forts. La conformité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. La notion de bordure, cette notion de edge computing qu'on retrouve aujourd'hui à toutes les sauces, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de la capacité de traitement répartie un peu partout, et notamment au plus près de l'utilisateur et au plus près des données. Alors ça, c'est intéressant effectivement pour l'usage, pour les applications, pour l'agilité, pour la rapidité, pour l'ergonomie de ces applications. Mais effectivement, ça augmente aussi le risque, parce que ça veut dire qu'on a des ressources de traitement qui sont réparties un peu partout et qui vont pouvoir être compromises et utilisées à des fins qui n'étaient pas forcément celles à lesquelles elles étaient destinées au départ. Et puis si on fait ça, c'est aussi pour améliorer quelque chose qui est devenu important, qui n'était pas avant, qu'est-ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, c'est un point très important. Cette expérience utilisateur, elle est effectivement au cœur de l'entreprise. Et effectivement, ça veut dire qu'on peut déployer de la sécurité, on doit même déployer de la sécurité, mais il faut pas le faire au détriment des performances. Et donc, il faut rester vigilant sur ces aspects-là. Il ne faut pas que la sécurité vienne réduire l'ergonomie des services que les utilisateurs vont mettre en œuvre. Puis le paysage de la menace, j'en ai parlé aussi, qui se sophistique de plus en plus. Aujourd'hui, l'accès est très très facile. Il y a des places de marché sur le dark web qui permettent d'acheter du ransomware as a service, qui permettent d'acheter des vulnérabilités, qui permettent d'acheter des complicités de manière très simple. Alors je ne dis pas que ça n'a jamais existé, je dis qu'aujourd'hui c'est très structuré et que c'est très facile pour des cybercriminels d'accéder à ce genre de ressources. Et du coup, la sophistication globale des menaces s'en ressent. On a aujourd'hui des menaces qui sont extrêmement sophistiquées. Alors effectivement,
dans ce monde-là, on s'est bien rendu compte depuis un certain temps, depuis très très longtemps, la cybersécurité, c'est un peu toujours la même chose, on déploie de la technologie, parce que d'un point de vue purement technologique, on ne sait pas faire autrement, malheureusement, si on n'a pas trouvé le remède miracle, la contre-mesure parfaite qui permettait de se prémunir contre tous les risques. Et effectivement, on va déployer des solutions différentes pour protéger des ressources web et des applications qui sont diffusées. On va déployer de la technologie pour protéger la messagerie, pour protéger le data center, pour protéger les ressources qui sont dans les clouds publics, etc. Donc on va effectivement être obligé de déployer de la technologie. Et tout ça, c'est pas très agrégé. En moyenne, en France, une entreprise utilise 15 solutions de sécurité. Ça veut dire 15 consoles sur lesquelles former les équipes, ça veut dire 15 produits à déployer, ça veut dire 15 produits à faire évoluer, ça veut dire 15 produits à intégrer. On voit très bien que c'est assez gourmand en temps et que pendant que les gens font ça, ils ne font pas vraiment de la sécurité. Et du coup, on va gaspiller, entre guillemets, les ressources. Alors, l'idée de fédérer tout ça n'est pas nouvelle. Les prémices du CIEM, au départ, c'était un peu ça l'objectif, c'était d'avoir une vision globale et consolidée. Bon, malheureusement, même si le CIEM répond à un certain nombre de problématiques et rend des services par ailleurs, cette fonction d'intégration et de consolidation est passée un peu à côté. Et donc, ce qu'a dit le Gartner fin 2021, comme tous les ans, ils énoncent un certain nombre de grandes tendances qu'ils voient pour l'avenir, c'est qu'effectivement, à partir de 2022, ils voyaient une grande tendance qui était ce qu'eux appellent le Cyber Security Mesh Architecture, qui est en fait une approche de type plateforme. Donc, vous vous êtes rendu compte aujourd'hui, la plupart des acteurs de la cybersécurité parlent d'approche plateforme. C'est justement parce que cette approche purement best of breed, cette approche en silo, aujourd'hui, elle est plus vraiment d'actualité. Elle pose problème et malheureusement, le résultat final est inférieur à la somme des parties. Donc, ce qui est un peu dommage, on a de la perte à cause de cette complexité. Et donc, c'est cette approche vers justement les plateformes, les frameworks, on appelle ça comme on veut, les architectures maillées, pour reprendre le langage de Gartner. Alors nous, on était assez contents de ça, puisque en fait, ça fait 10 ans qu'on prône cette approche et qu'on a intégré quelque chose que nous, on appelle la Fortinet Security Fabric, qui est en fait exactement ça, parce qu'on constate bien que dans les entreprises, les gens ont besoin de simplicité, ils ont besoin de fédérer, ils ont besoin d'intégrer des solutions de sécurité, les approches complètement en silo étant aujourd'hui assez problématiques. Alors le Gartner, puisqu'on est là-dedans, il définit aussi autre chose. Ça n'était pas en fin 2021, c'était un peu avant. Il parlait de SASI. Il disait aujourd'hui, demain, la sécurité, elle sera gérée sous forme de service dans le cloud, et les gens iront vers ça. Alors on s'aperçoit de plusieurs choses. Déjà, le Gartner a revu un peu sa copie et est en train de dire que finalement, ça sera peut-être pas complètement comme ça. On a plutôt aujourd'hui un faux SASI qu'on peut constater, c'est-à-dire qu'un espèce de SASI à deux barycentres, un qui est plutôt réseau, qui va concerner les problématiques effectivement d'agilité du réseau, de réseau intelligent, d'agrégation, de ce qu'on peut appeler du SD-WAN, et puis un autre qui est plutôt centré sur la sécurité, où on va retrouver des fonctions d'accès zéro trust, des fonctions de Security Web Gateway, des fonctions de CASB, etc. Et que peut-être, probablement, ça va merger. Alors, le merge de ces deux fonctions, en fait, il n'est pas lié à l'évolution de la technologie, il est plus lié aux entreprises et aux organisations. Finalement, ces deux aspects ne migreront que si les équipes mergent à un moment donné, ou en tout cas si elles sont suffisamment proches les unes des autres pour pouvoir gérer ça de manière unique. Donc effectivement, c'est une approche. Alors en plus, le full SASI, où on remonte tout dans le cloud, quels que soient les environnements, on ne pense pas que ça sera ça, qu'on sera dans quelque chose d'un peu plus hybride, parce qu'effectivement, sur une petite entité, pour des télétravailleurs, c'est extrêmement intéressant, parce qu'effectivement, on va pouvoir leur donner accès aux ressources de l'entreprise sans rien avoir à déployer, et en apportant un niveau de sécurité important via des mécanismes de sécurisation dans le cloud. En revanche, quand on parle du siège social, par exemple, on a 7500 utilisateurs sur un site, on peut effectivement tout remonter dans le cloud pour faire de la sécurité, mais je doute qu'on n'ait pas besoin de sécurité en local. Je doute qu'on n'ait pas besoin de faire de segmentation. Je doute qu'on n'ait pas besoin de protéger des ressources spécifiques. Donc en fait, on va être plutôt dans un monde d'hybridation avec quelque chose qui s'apparente à du Secure SD-WAN sur les gros sites et quelque chose qui s'apparente à du SASI sur les petits.
La contrainte, c'est qu'effectivement, enfin la contrainte, c'est le contrôleur de cette chose-là sera effectivement dans le cloud pour des raisons de disponibilité, pour des raisons de facilité de déploiement, et pilotera les deux mondes de manière transparente. C'est plus ça qu'on voit aujourd'hui sur les approches des différents clients. Alors si on additionne les deux, bah finalement, on est assez content, puisque en fait, c'est effectivement la description exacte de ce que nous, on propose sous forme de Fortinet Security Fabric, cette approche plateforme qui va permettre d'intégrer et de fédérer les fonctions de sécurité au sein d'un environnement unifié et intelligent. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Alors comment on fait ça? On va s'appuyer sur un certain nombre de piliers technologiques qui vont répondre aux besoins. Alors c'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau, c'est pas quelque chose qu'on s'est levé un matin en décidant de le développer. C'est issu de 22 ans de développement et puis effectivement depuis 10 ans où on va intégrer les différentes fonctions entre elles et on va constituer ce framework. Alors les piliers technologiques, il y en a 3 qui sont essentiellement techniques et qui vont permettre de répondre aux problématiques de cybersécurité. Un qui est sur la partie convergence réseau et sécurité, que nous on appelle le réseau piloté par la sécurité. Et c'est là-dedans que vous allez retrouver des fonctions de type SD-WAN, des fonctions de type SASI, c'est-à-dire cette capacité de répondre aux besoins d'agilité des réseaux aujourd'hui pour répondre aux besoins métiers, mais également aux besoins de sécurité parce qu'on ne veut pas dissocier les deux et ça paraît difficile de déployer des réseaux intelligents sans y intégrer la sécurité. Le deuxième, c'est les notions d'accès sans confiance. Le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de zones de confiance dans les réseaux. Alors, c'est effectivement le Zero Trust, Zero Trust Network Access, même si j'aime pas trop le terme de Zero Trust parce que c'est tellement galvaudé qu'on met tout et n'importe quoi derrière. Donc, c'est cette approche, effectivement, qui va permettre, finalement, de s'assurer que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être et de vérifier avec quels moyens d'accès il accède au système d'information et en fonction de ça, de moduler les droits. On ne va pas forcément donner les mêmes accès à une personne qui se connecte sur les ressources de l'entreprise à partir du réseau de l'entreprise et d'un poste qui est maîtrisé par l'entreprise, ou cette même personne qui va se connecter de chez elle ou d'un hôtel à partir d'une tablette familiale. Le risque n'est pas le même, les conséquences ne sont pas les mêmes, et peut-être qu'on va moduler les accès en fonction de ces aspects-là. Troisième pilier technologique, bien évidemment, on a dit que la transformation numérique, c'était notamment et en partie importante l'adoption du cloud. Eh bien, on va aller sécuriser ce cloud avec une dimension importante de cette notion de dynamique, puisque en fait, une des promesses du cloud, là aussi, c'est l'agilité. C'est la capacité de pouvoir commissionner et décommissionner des ressources en fonction de mes besoins, de mes applications, du timing. On peut très bien imaginer sur des traitements de fin de mois, démarrer massivement des ressources sur un cloud provider pour ensuite les arrêter puisque mes traitements sont finis. Il faut que la sécurité suive. On ne va pas déployer des choses en automatique au niveau traitement si derrière on est obligé de faire du reverse engineering pour aller positionner la sécurité dessus. Donc non, on va déployer les deux en même temps, garder cette dimension agile, et au fur et à mesure qu'on déploie des ressources, on déploie la sécurité qui va avec, en fonction de postures et de règles qu'on aura prédéfinies à l'avance, et tout ça, ça va se déployer de manière automatique. Voilà pour la partie, je dirais, purement technologique. Et puis ensuite, il y a deux piliers très importants. Le premier, c'est la gestion opérationnelle de la sécurité, ce qu'on peut associer au socle, même si ça va un peu plus loin. Alors, augmenté par l'intelligence artificielle, là aussi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Aujourd'hui, on se rend compte que l'intelligence artificielle, finalement, c'est pas si intelligent que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui est facile pour la machine, c'est difficile pour l'homme et inversement. Et donc la machine va pouvoir traiter des choses que l'homme a des difficultés à faire. Alors là-dedans, on va retrouver principalement 3 axes importants de l'intelligence artificielle, mais je reviendrai dessus. Mais sur la partie opération, on va avoir effectivement la capacité de pouvoir remonter des informations noyées dans une masse d'informations importantes, aller récupérer des choses dans le bruit. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça va être aussi de décharger les analystes. Aujourd'hui, sur tous les SOC, un des problèmes, c'est qu'il y a énormément d'événements qui arrivent. Ils sont noyés sous les événements. Alors, fort heureusement, tous les événements ne sont pas des attaques, parce que sinon, on serait pas bien. Mais pour autant, ils doivent aller traiter. Et donc, c'est d'apporter cette capacité de pouvoir traiter en temps réel ou quasi temps réel, de l'ordre de 100 millisecondes, tous les événements et de pouvoir supprimer 80% de faux positifs. Et donc, laisser finalement aux analystes que les 20% qui sont très probablement des tentatives de compromission ou des tentatives d'exploitation de vulnérabilité.
Et puis le dernier point, je dirais que ça va presque sans le dire, mais je vais le dire quand même, c'est effectivement cette capacité de pouvoir avoir une gestion centralisée, une gouvernance unifiée de l'ensemble de ça. Je dirais que c'est pratiquement le leitmotiv de cette notion de plateforme, c'est la capacité de pouvoir à la fois visualiser toute l'infrastructure de sécurité, tout le système d'information et les règles qui sont appliquées dessus et de pouvoir agir. C'est finalement rajouter un niveau d'abstraction, s'affranchir des technologies et avoir une approche beaucoup plus cybersécurité que technique sur les produits. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est aussi ça qui va apporter une visibilité avec des notions de granularité. Je ne vais pas forcément proposer la même visibilité à un COMEX qu'à un exploitant technique, forcément. Et donc, cette capacité de pouvoir répondre aux différents besoins. Alors, cette approche technologique, cette vision, elle est finalement assez simple à résumer. La première, c'est effectivement une approche de type plateforme, fédérer les fonctions techniques, apporter un niveau d'abstraction qui permet de simplifier quelque chose qui est à la base assez complexe, puisqu'on va déployer un certain nombre de technologies pour répondre à la couverture des risques. Le deuxième, c'est une consommation flexible. On va bien évidemment pas consommer la sécurité de la même manière dans un data center en propre, sur des postes de travail, que dans des clouds. Et donc, effectivement, on va avoir un modèle de licensing qui va s'adapter au milieu avec des choses qui sera du pay-as-you-go, de la licence perpétuelle, du paiement flexible à la demande, enfin voilà, en fonction des cas. Troisième point, une utilisation massive de l'intelligence artificielle. Alors ça, dans la cybersécurité, tout le monde vous le dit, donc effectivement, c'est une constante. On va avoir trois types d'utilisation différentes de l'intelligence artificielle dans cette fabrique, dans cette plateforme. Premier est assez classique, c'est tout ce qui est analyse de comportement. Aujourd'hui, les contre-mesures qui sont basées uniquement sur des mécanismes de base de connaissances ne sont pas suffisants. Les antivirus, les anti-malware, les IPS, ça marche, mais il y a beaucoup de choses qui passent à travers. Et donc, pour pallier à ça, on va plutôt se baser sur les comportements. L'exemple le plus typique, c'est la détection de botnet. Même si on n'a pas détecté le fichier, l'exécutable du botnet sur un poste à un moment donné, si on détecte que ce poste il se connecte sur un centre de commande et de contrôle, on peut raisonnablement penser qu'il est infecté par botnet et on peut donc raisonnablement le mettre en quarantaine pour qu'il soit nettoyé. Donc voilà, donc plein de choses comme ça. C'est pas très innovant, mais ça marche bien et c'est une composante forte de la cybersécurité aujourd'hui. La deuxième composante, qui est un peu plus rare, je dirais. Alors, on n'est plus sur du machine learning, là, puisque l'analyse comportementale, c'est du machine learning. On est sur du deep learning et du réseau de neurones. C'est justement cette capacité d'assistant d'analyste. C'est la capacité de pouvoir analyser les événements, de pouvoir diagnostiquer si c'est un faux positif ou pas. Alors, va pas rêver, l'intelligence artificielle aujourd'hui ne permet pas de traiter 100% des cas, mais elle permet de répondre très rapidement sur 80% des cas. Et donc, c'est déjà une très nette avancée, puisque les analystes vont traiter 5 fois moins d'événements, et donc ils auront plus de temps pour les événements qu'ils vont traiter. En plus, le gros avantage de cette solution-là, c'est que contrairement à la plupart des machines, des systèmes qui sont basés sur de l'auto-apprentissage, finalement, du machine learning ou du deep learning, le système arrive prééduqué avec pratiquement 10 ans d'antériorité, puisque nous, c'est des choses qu'on utilise en interne. Alors, ça ne sera pas forcément adapté à 100% à votre environnement, mais ça veut dire que le jour J, quand vous tournez la clé, ça marche, et qu'il va déjà commencer à choper des faux positifs. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Puis la troisième utilisation, qui n'est pas très répandue non plus, c'est ce qu'on appelle le plug and forget. Ça part d'un constat simple, c'est que quelle que soit la qualité des équipements et des solutions que vous utilisez, si c'est mal configuré, ça ne rend pas le service. L'exemple extrême peut-être, c'est le firewall en any accept. On a un beau firewall, il est bien installé, mais il ne sert pas à grand-chose. C'est un peu ça, c'est éviter ça. Et donc, on sait des choses, par exemple, qui sont beaucoup utilisées sur les Web Application Firewall. Aujourd'hui, les services web qui sont mis à disposition des clients, on est sur du changement continu, du développement continu, et pas rare d'avoir 2-3 versions par jour. Donc on imagine bien que le WAF qui était installé et optimisé de manière parfaite par l'intégrateur le jour J, 20 jours après, il ne rend plus grand-chose comme service, puisqu'en fait, il est complètement incohérent par rapport à la ressource qu'il est censé protéger. Donc l'intelligence artificielle là, va permettre de pouvoir faire évoluer cette configuration et d'avoir quelque chose qui est toujours en adéquation par rapport à l'existant. Et puis le dernier point, j'en ai déjà parlé, c'est cette notion de console unique, cette capacité d'avoir une vision transverse et de pouvoir agir sur l'ensemble de l'infrastructure de cybersécurité à partir d'un point unique.
Alors effectivement, si on reprend ça un petit peu, hein, si on fait le comparatif effectivement entre la Fortinet Security Fabric et puis cette approche Cyber Security, Mesh Architecture et réseau du Gartner, on se rend bien compte qu'on va intégrer les deux. Et là-dedans, finalement, on va avoir 4 plans à traiter qui sont finalement la quintessence de la cybersécurité. Hein, on va retrouver le premier, c'est effectivement tout ce qui est renseignement sur la menace, analyse de sécurité, analyse forensique, etc. Donc tout ce qu'on va faire en termes cyber sur l'ensemble du périmètre de la cybersécurité. Et là, il y a tout, c'est le Fortinet Security Lab hein, qui est intégré à la fabrique, qui va permettre de répondre à la fois sur des approches réactives et sur des approches préventives. Un des gros intérêts également, y compris sur la partie anti-malware, c'est qu'on utilise des mécanismes de deep learning et qu'on est capable de protéger de certaines menaces qui ne sont pas encore connues, simplement en se basant sur de l'analyse de caractéristiques. Voilà, des choses importantes. Et puis évidemment, on participe à tous les échanges avec les CERT, hein, notamment le CERT-FR, on fait de la recherche 0D, etc. Et tout ça, c'est mis à disposition de l'ensemble des solutions à travers la fabrique. Un plan important. Un deuxième plan qui est extrêmement important, et auquel les RSSI, s'ils ne l'ont pas encore fait, il va falloir qu'ils s'en emparent de manière assez forte, c'est cette notion d'identité numérique. C'est un point crucial aujourd'hui. Bon nombre de failles, bon nombre de compromissions sont liées à des problématiques d'identification, d'authentification. On le sait bien, on a vu pendant la pandémie justement un peu l'explosion des authentifications multifacteurs hein, qui ont été déployées un peu en catastrophe parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était une réponse à une problématique forte de gestion des mots de passe et d'authentification des personnes. Alors ça ne s'arrête pas à ça, hein, effectivement, l'entité numérique, mais c'est un des aspects. Il peut y avoir du biométrique, il peut y avoir de la gestion de location, de la surveillance d'équipements, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement important, avec une double composante aujourd'hui liée à la perte de confiance, qui est à la fois l'identification et l'authentification d'une personne, et l'identification et l'authentification du matériel avec lequel il se connecte. Parce qu'effectivement, il y a ces deux points. Donc, on va retrouver un ensemble de solutions qui vont s'intégrer effectivement dans la fabrique. Alors, je reviendrai dessus. Effectivement, nous, on préfère quand les solutions sont des solutions Fortinet, hein, bien évidemment, mais aussi on est pragmatique. Donc, cette fabrique, hein, ce framework, cette plateforme, elle est ouverte et on peut intégrer aussi bien des solutions Fortinet que des solutions tierces de nos confrères et néanmoins la plupart du temps compétiteurs, parce que y a des existants à gérer, parce que les gens ne veulent pas forcément un éditeur unique dans leur environnement de sécurité. Le troisième point, c'est effectivement lié à la gestion, c'est lié à cette gestion centralisée à la fois des politiques de sécurité, mais également de la posture de sécurité. Deux aspects là-dedans. Le policy management, c'est effectivement ce qu'on a tous connu il y a des années avec la gestion des politiques et des règles sur les firewalls. Donc aujourd'hui, à travers la plateforme, ça va beaucoup plus loin parce qu'on va gérer à la fois les configurations des EDR et des protections endpoint, du WAF, des firewalls, etc., au sein d'une politique cohérente qui voit l'ensemble des équipements de sécurité et qui permet de déployer des fonctions de sécurité à travers l'infrastructure. Mais c'est également aussi des notions de temps réel, de gestion de la posture. En cas de compromission, je peux très vite réagir et aller positionner du renforcement de sécurité spécifique, de mettre des postes en quarantaine, de faire des choses très rapidement, de manière centralisée et de manière orchestrée, puisque c'est un des intérêts de cette approche-là, c'est capable de réduire le temps d'intervention. Aujourd'hui, on a deux aspects dans la cybersécurité. Hein. On a les aspects purement protection, hein, où on va empêcher la menace de venir dans le système d'information. On va se leurrer aujourd'hui, c'est pas ce qui arrête la majorité des menaces. Et puis, il y a toute la partie détection qui va permettre de détecter une menace et de réagir avant qu'elle ait un impact sur le système d'information. Parce que la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez quelques postes compromis, l'attaque n'a pas abouti, et si vous êtes capable d'arrêter ce cheminement, finalement vous avez gagné, il n'y aura pas d'impact sur votre système d'information, et il n'y aura pas de problème, en tout cas très peu.
Donc effectivement, ça se fait à travers tous les ensembles de systèmes de gestion, hein, les contrôleurs de type FortiCloud, le FortiManager qui cohabitent et qui proposent une solution unique, les gestions de politique, et puis tout ce qui est monitoring de l'expérience digitale, enfin tout un ensemble de solutions dont l'objectif est effectivement de proposer une expérience centralisée de la gestion de la sécurité. Et puis, dernier point, tout ce qui est tableau de bord, on va dire au sens large. Hein, on dit assez souvent qu'on ne peut protéger que ce qu'on voit. Bah, effectivement, la partie tableau de bord, c'est quelque chose d'extrêmement important pour gérer à la fois le reporting, hein, avec un niveau de granularité différent. Je ne m'adresse pas à un CODIR ou un COMEX de la même manière que je m'adresse à un responsable réseau ou à un responsable de secteur. Et puis également des possibilités d'investigation centralisée, la gestion centrale des alertes, etc. Tout ce qui permet finalement d'avoir une vision synthétique de ce qui se passe sur mon système d'information. Et là, on va retrouver tout un ensemble de solutions avec effectivement des capacités de granularité différentes et de pouvoir, y compris d'ailleurs, de pouvoir se mesurer par rapport à des entreprises similaires, de manière à voir comment on se situe dans ces notions de cybersécurité. Alors, je le disais, hein, effectivement, cette Security Fabric, elle est ouverte, et donc aujourd'hui, on va pouvoir intégrer et adresser un très grand nombre d'environnements et pouvoir intégrer des solutions tierces, et y compris concurrents dans ces environnements-là, pour leur faire bénéficier justement de cette approche d'intégration et d'automatisation. Donc, si on résume sur cette partie Fortinet Security Fabric, effectivement, une grande largeur de techniques, en fait, on va couvrir tous les aspects de la sécurité, une grande capacité d'intégration et de synergie entre les fonctions, et puis de l'automatisation qui va simplifier les choses. Alors pour finir, et puis pour regarder concrètement comment ça se passe, si on regarde un petit peu comment, dans les approches de sécurité, comment finalement on empilait les solutions, bah hier on avait de l'empilement vertical, hein, ces approches best of breed, où j'empilais les solutions. Aujourd'hui, on peut dire on est sur des approches à deux têtes, hein, une approche plutôt orientée réseau avec ce qu'on appelle One Edge Security, hein, et puis une approche plutôt orientée sécurité avec le SSE. Ce que dit le Gartner et plusieurs analystes, c'est que effectivement demain tout ça va merger dans quelque chose qui sera la Cyber Security Merge Architecture, dans quelque chose d'unifié et d'intégré. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que cette promesse de demain, on la porte dès aujourd'hui, puisque en fait cette architecture maillée, on l'a déjà. Et non seulement on la porte aujourd'hui, mais on va pouvoir l'amener de manière pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à déployer l'ensemble de ça, mais vous allez pouvoir finalement choisir les fonctionnalités que vous voulez déployer aujourd'hui et éventuellement les faire évoluer. Alors c'est des choses qui sont très intéressantes. On va prendre deux exemples assez simples. Hein. Le premier, c'est quelque chose qui est très courant aujourd'hui, hein, c'est le Secure SD-WAN. Donc la capacité de pouvoir répondre à une problématique d'un besoin d'agilité fort avec souvent des bandes passantes importantes et de sécurité adjacente. Et bien effectivement, au sein de cette fabrique, vous allez pouvoir venir piocher les fonctions qui vous intéressent avec des fonctions, là on est sur du SD branch même, hein, c'est-à-dire qu'on intègre la dimension LAN dans cette solution-là, et on va intégrer du firewall nouvelle génération, du firewall virtuel, de la gestion du LAN, le NAC, etc., pour constituer une solution de Secure SD-WAN à partir de cette plateforme qui bénéficie des capacités d'intégration, de la console unique, etc. Donc ça, c'est un exemple, on voit qu'on peut répondre. Un autre exemple, c'est effectivement de répondre aux problématiques d'un fort nombre d'utilisateurs distants. Et comment je fais pour avoir une sécurité consistante, c'est-à-dire que j'ai le même niveau de sécurité quand l'utilisateur il est chez lui, il est dans l'entreprise, il est chez un partenaire. Et ben c'est effectivement, on va répondre à cette problématique-là à travers quelque chose qu'aujourd'hui on appelle ZTE, donc le Zero Trust Edge, qui va permettre de répondre à cette dimension en utilisant à la fois de la protection du poste de travail, hein, EPP et EDR, mais aussi du ZTNA, donc la capacité d'authentification des utilisateurs et des équipements, du firewall nouvelle génération, bien évidemment, puisqu'on va quand même segmenter tout ça, et puis du firewall virtuel et de la security web gateway. Donc on va venir piocher les fonctions
dans ces architectures toujours qui est unifiée. Donc finalement, j'ai une solution qui est unique, mais dans laquelle je prends que les fonctions qui m'intéressent. Donc je peux répondre aux use cases comme ça. Alors si on approfondit un peu plus sur le Zero Trust, hein, c'est effectivement la capacité de pouvoir à la fois répondre à ce besoin d'intégration et de simplification des architectures de sécurité, mais aussi de répondre à cette perte de confiance dans le système d'information et donc de pouvoir répondre aux besoins d'authentification à la fois des utilisateurs et des machines, quels que soient les environnements, c'est-à-dire en interne dans l'entreprise, mais également pour les remote users. Alors j'ai cité Forrester parce que finalement, quand on regarde un peu cette approche ZTE, c'est celle qui est poussée par Forrester. Et quand on creuse un peu, en fait, on se rend compte que c'est pas si éloigné de ce que propose le Gartner. C'est juste deux façons de dire un peu la même chose, qui est de dire bah, les architectures en silo, elles sont trop complexes, elles ne répondent pas à la problématique, et il faut intégrer et fédérer tout ça. Donc voilà, si on regarde un peu à quoi ça répond cette notion de Zero Trust Edge, bah finalement ça répond à des besoins qui sont assez simples. La capacité, enfin le fait qu'aujourd'hui les utilisateurs ils se connectent à partir de n'importe où, hein, de leur hôtel, de chez eux, de l'entreprise, de différents sites de l'entreprise. Les applications et les données, bah, elles sont elles aussi un peu partout. Hein. Je vais en avoir effectivement peut-être dans des data centers on-premises, notamment pour les applications legacy, mais je vais aussi en avoir dans des clouds publics, je vais aussi en avoir peut-être dans les postes, sur les postes des utilisateurs dans certains cas, et donc effectivement, je vais avoir besoin de sécuriser tout ça. Et tout ça doit bien évidemment être non seulement sécurisé, mais aussi conforme. Hein. Je parlais tout à l'heure de la pression de la régulation, bah, je vais avoir besoin d'être capable de montrer que je suis conforme aux règles et aux différents standards. Et puis bien évidemment, tout ça, ça doit être simple et rapide, à la fois dans l'utilisation, mais aussi dans la mise en œuvre. Donc la capacité de pouvoir centraliser tout ça. Derrière un certain nombre de solutions, hein, on retrouve du SD-WAN, du SASE, parce qu'effectivement, nous, on ne pense pas que... Alors, effectivement, dans certains types d'entreprises, on pourra très bien se trouver dans l'une ou l'autre des solutions, mais qu'à terme, sur des entreprises de taille moyenne et grosse, on sera plutôt dans l'hybridation et on aura à la fois quelque chose qui s'apparente à du SASE, mais aussi quelque chose qui est du SD-WAN. Très probablement, d'ici là, je fais confiance à Gartner, on aura trouvé un autre terme pour désigner tout ça. Mais en tout cas, c'est ça, c'est cette capacité de pouvoir répondre aux différents environnements. Alors, bon, ça répond à quoi? Ça répond à cette notion de convergence et de consolidation des réseaux et de la sécurité, où finalement, on va avoir effectivement à terme un contrôleur dans le cloud. En l'occurrence, ici, on a cité FortiSASE, mais ça va bien au-delà du SASE, qui va piloter finalement la sécurité, qui sera soit dans le cloud pour les endroits, les utilisateurs qui effectivement le consomment de cette manière-là, mais qui sera également éventuellement sur site pour les entités qui utilisent du SD-WAN et du SD-branch. Tout ça, effectivement, géré de manière centrale. Et tout ça, finalement, orchestré, si on peut dire, par une notion de Zero Trust Edge. Donc, cette bordure qui va venir authentifier et qui, à la fois les utilisateurs et les équipements, et s'assurer, effectivement, que chacun dispose des bons droits en fonction du niveau de risque auquel il est exposé. Alors, j'ai cité deux exemples. On voit que l'intérêt de cette approche Security Fabric, c'est que d'une part, ça répond à ce besoin de consolidation, mais également ça répond à tous les cas d'usage. Ça veut dire que finalement, vous pouvez faire votre marché et vous pouvez effectivement déployer des solutions de type Work from Anywhere, qui ne sont pas très éloignées du ZTE, hein, à quelques différences près. On va pouvoir répondre aux problématiques de déploiement et de déplacement des applications, notamment de la migration dans le cloud, à travers de la sécurisation de type DevOps. On va pouvoir répondre aux problématiques de XDR. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu un point important. Donc, on va pouvoir récupérer, piocher finalement les fonctions et avoir cette vision globale de la sécurité. On va même pouvoir répondre à des problématiques aujourd'hui qui deviennent de plus en plus importantes, qui sont la sécurisation des environnements industriels. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu une cible malheureusement privilégiée dans un contexte où effectivement les gens sont peut-être un peu moins sensibilisés, ou en tout cas
Pas forcément le cas maintenant, mais sont dans des environnements avec des contraintes très différentes, ne serait-ce que sur les échelles de temps. Aujourd'hui, quand vous achetez un outil de production, vous l'achetez pour 15, 20, 30 ans, 60 ans dans le nucléaire. Si on remet ça par rapport au cycle de vie dans l'informatique, on voit bien qu'on a un problème et qu'on est sur des échelles de temps qui sont très différentes. Donc il va falloir gérer ça et intégrer la cybersécurité là-dedans. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on a un petit peu de temps pour des questions s'il y en a. Et puis s'il n'y en a pas, ou si vous êtes timide, je vous invite à passer sur notre stand pour venir poser des questions. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.